Alors bonjour Emmanuel, Bonjour. j'ai fait ta connaissance ce week-end, Oui. mobilisation pour la démocratie à Gervans. Tu étais présent pour partager tes connaissances, peut-être nous expliquer un petit peu ton projet, pourquoi tu étais là, ton engagement. Oui, alors là, je suis obligé de te demander combien de temps tu... Alors écoute, tu as le temps qu'il te faut, donc voilà, au moins que les gens puissent Oui, je comprendre vais pas ce que parler tu pendant fais. une heure quand Non, même. on se doute bien, mais on a envie quand même que tu D'accord, partages ton d'accord. information. Il y a le projet que je suis venu porter ici. Après, on pourra discuter l'historique si c'est intéressant. C'est le projet d'une constitution provisoire de transition. Une... Alors pourquoi une constitution? C'est parce que la base des règles qui font qu'on distribue le pouvoir, on donne du pouvoir à certains d'entre nous ou à tout le monde, c'est écrit dans la Constitution. La Constitution qui détermine les modalités par lesquelles nous désignons, actuellement par l'élection, des gens auxquels on va confier comme pouvoir. Alors pas tout, la justice par exemple, c'est pas des élus. La justice, c'est des gens qui ont passé un diplôme, etc. Mais notamment pour le vote des lois, pour l'orientation sociale, budgétaire, tout ça, on donne ce pouvoir-là à des gens quand on les élit, et ce n'est pas démocratique, en ce sens que le mot démocratique, beaucoup de gens en perdent de vue le sens. Une démocratie, c'est un État où le démos exerce le kratos, à savoir où le peuple exerce le pouvoir. Et ce n'est plus vraiment le cas. Ce qui n'a jamais été le cas, finalement. Avant, dans l'Ancien Régime, avant la Révolution, c'est évident que c'était une monarchie, une autocratie du roi. Et depuis, c'est une république. Alors la République, on nous a tous appris, quand on nous a tous dit, depuis qu'on est à l'école, qu'on est en démocratie parce qu'on élit nos représentants. Mais en fait, quand on élit des représentants, on donne notre pouvoir de décision à quelqu'un qui est élu et qui, une fois élu, va pouvoir, sans nous rendre de compte, prendre les décisions et décider à notre place. Autrement dit, c'est une élite. Une confiance aveugle à la personne qu'on a aveugle mis. Ou pas, on n'a pas de choix. On n'a pas le choix. C'est une élitocratie qui va décider à notre place. Alors, ça ne poserait pas de problème si cette élitocratie était bienveillante et défendait réellement les intérêts du peuple. Mais à ce titre-là, même une autocratie, même un roi qui serait bienveillant et qui serait compétent, qui voudrait bien du peuple, l'égalité, etc. Il pourrait très bien être pour la liberté, égalité, fraternité, hein, le roi. Mais donc, le problème, c'est plutôt ce qui est fait du pouvoir que l'on donne à ces gens-là. Il s'avère que c'est malheureusement un travers de l'être humain, que ce soit les riches ou que ce soit les pauvres, que quand on nous donne du pouvoir qui n'est pas contrôlé, eh ben, on va essayer de l'exploiter à notre profit au maximum. D'où les lobbies qui font des lois pour eux, etc. C'est ce qu'on a remarqué, c'est des dérives d'office. Tout à fait. Et même si la démocratie n'est pas sans biais, sans crainte et sans travers, parce que le peuple qui prend les décisions, qui exerce le kratos, peut très bien commettre des erreurs, prendre de mauvaises décisions. Si on s'arrange pour mettre des processus convenables, eh bien, on peut contrecarrer les difficultés que ça peut engendrer. Alors, bien évidemment, première difficulté, si en France on est 70 millions et 45 millions d'adultes, comment prendre une décision à 45 millions? C'est ça. Ça, c'est évidemment pas possible. Non. Moi, je dirais que dans l'idéal démocratique, enfin, la démocratie, c'est toujours un idéal. Donc, on ne peut que s'en approcher au plus près. Mais dans l'idéal démocratique, pour moi, la démocratie, ça serait une fédération de démocratie locale qui se fédérerait, qui gérerait au niveau du local ce qui est local, au niveau de la région ce qui est régional, et puis etc. jusqu'au niveau national, ou même une démocratie mondiale, pourquoi pas, qui fédérerait des démocraties nationales. Mais là, dans la constitution provisoire de transition que j'ai écrite, elle n'est pas basée sur les régions, sur les départements, sur les municipalités. Pourquoi? C'est parce déjà, elle est provisoire. Elle est provisoire, oui. Elle a vocation à remplacer la Ve République pendant une phase de transition qui permettra au peuple d'écrire sa constitution. De lui laisser le temps de se retourner pour pouvoir... Tout à fait. Voilà, c'est ça. Alors, les gens ne sont pas... Alors, j'espère que
dans les années qui viennent, le peuple va pouvoir s'éduquer, qu'il va y avoir un fourmillement d'éducation populaire et que le niveau va monter, il faut qu'il monte. Si demain matin, clac, on disait, ça y est, le peuple a le pouvoir, et puis démerdez-vous, ça serait un chaos sans nom. Donc il faut accompagner, il faut que les gens qui ont réfléchi à la question puissent, sans prendre l'ascendant, sans décider à la place du peuple, orienter le peuple vers les bons choix, et c'est un peu le cadre de la CPT. C'est-à-dire que on ne compte pas sur les élus de la Ve République pour donner la démocratie au peuple. Et donc, ce pouvoir-là du peuple, il faudra que le peuple le prenne. Mais le lendemain, une fois qu'on a fait tomber la Ve République, si on n'a rien prévu, rien organisé, bien, ça sera le chaos. Les retraites sont plus payées, les fonctionnaires seront plus payés, etc. Et les services publics ne fonctionneront plus. Et donc, les plus vulnérables seront les plus touchés. Or, c'est pas le but d'une démocratie que toucher les plus vulnérables. Et donc, le but de cette constitution provisoire de transition, c'est d'organiser les choses et de protéger le processus constituant par lequel le peuple pourra écrire sa constitution grâce à une assemblée constituante tirée au sort. Donc, le tirage au sort est complètement méconnu en France et dans beaucoup de pays. Depuis 250 ans de République, on nous a fait oublier les vertus du tirage au sort, puisque jusqu'à la Révolution française, quand dans le monde on parlait de démocratie, on pensait tirage au sort. Et que au moment de la Révolution française, un des pères de ce qu'on appelle le système représentatif, ou ce qu'ils appellent de l'oxymore démocratie représentative, c'était Joseph-Emmanuel Séguès, qui était à l'origine un abbé royaliste, qui s'était converti à la République et qui avait, dans une grande déclaration à l'Assemblée nationale, aux États généraux, avait déclaré que le peuple devait agir par l'intermédiaire de représentants qu'il élira. Sans cela, le peuple n'a pas à dicter ses lois. Sans cela, la France serait une démocratie. Or, la France ne saurait être une démocratie. Et à l'époque de la Révolution française, dans les débats, quand les gens se traitaient de démocrates, c'était pour s'insulter. D'accord. C'était comme on se traiterait de populiste maintenant. Okay. Mais alors, tu n'as pas peur, en fait, que le fait que ce soit un tirage au sort, ça déresponsabilise peut-être certains, qui n'ont peut-être pas les notions aussi, ou qui n'ont pas les notions, les capacités pour pouvoir prendre en charge ces décisions. Alors, comment ça se passerait alors? Alors déjà, ce qui déresponsabilise, c'est plutôt de voter, enfin d'élire quelqu'un qui va tout décider à notre place. C'est vrai. Oui. Quand on sait qu'on peut être tiré au sort, déjà, on s'intéresse peut-être plus. On peut s'y intéresser un peu plus. Tout comme quelqu'un qui sait qu'il peut être mobilisé pour la guerre, même s'il est non-violent et pacifiste, il va peut-être quand même se renseigner, mais dire à un fusil comment ça marche. Alors qu'on s'en fout. En temps normal, on s'en fout. Bien évidemment, dans une démocratie, il ne s'agit pas non plus de considérer que seuls les tirés au sort ont leur mot à dire. Dans la constitution provisoire de transition, il y a le référendum d'initiative citoyenne, où quand on n'est pas d'accord avec une décision prise, y compris par les tirés au sort, eh bien, on a un référendum où n'importe quel citoyen, par un processus qui est décrit en annexe de ce projet-là, peut initier une pétition d'abord, qui peut être escaladée d'abord un petit peu en bricolant au début, et puis quand ça atteint un certain nombre, à ce moment-là, on la met sur un serveur, on contrôle l'identité la légitimité des gens à voter, à savoir qu'ils sont bien inscrits, sans bien sûr contrôler les votes. Et ça se fait progressivement. Et plus les pétitions d'initiative citoyenne seront signées, plus elles ce sera représentatif, évidemment, du panel sociétal. On a souvent dans l'idée, et souvent les défenseurs du référendum d'initiative citoyenne disent, au-delà d'un certain seuil, il faut faire un référendum. Mais sauf qu'on ne sait pas combien il y aura d'initiatives, on ne sait pas combien de temps ça prendra pour instruire une initiative, et on ne sait pas il y a des tas d'inconnus, on ne sait pas s'il faudra aller voter tous les jours ou s'il faudra voter une fois par an. Donc, j'ai imaginé un processus qui fait qu'il y aura une chambre tirée au sort qu'on appelle la chambre des référendums. Ça sera constitué de 66 citoyens qui auront à charge de regarder sur le serveur et de regarder quelles sont les pétitions qui sont les plus signées. Ils auront la mission de traiter les priorités des citoyens. Voilà.
alors traiter une pétition, ça ne veut pas forcément dire tout de suite en faire un référendum, parce que s'ils discutent entre eux, bon, ils sont tirés au sort, hein, donc ils ont déjà une certaine représentativité, bon, avec une marge d'erreur importante puisqu'ils ne sont que 60. Mais on peut considérer quand même que si le peuple est favorable à une majorité, il y aura plus du tiers des tirés au sort qui seront pour, et que s'ils sont plus des 2 tiers à être pour, c'est peut-être même pas la peine de faire un référendum, puisque il y a une proposition de loi qui est faite, eh bien, sauf pour la Constitution. Là, pour moi, c'est impératif. Un changement de Constitution, ça doit être un référendum. Alors, où peut-on trouver peut-être justement tout ce travail que tu as fait? Est-ce que tu as une adresse, je veux dire, où on peut consulter le projet? Il y a le site wikicracy.fr, Wiki, comme Wikipédia, voilà. Et Cracy comme démocratie. D'accord. Alors, si on veut aller plus loin, alors là, c'est un truc un peu plus général sur la démocratie. Si on rajoute CPT CPT comme Constitution provisoire de transition, cpt.wikicracy.fr, là, on arrive sur la page de la CPT et on a des liens dessus qui, à la fois donnent l'accès au fichier PDF qui fait, dans sa version actuelle, 45 pages, mais qui est en constante évolution. C'est-à-dire qu'elle va avoir 5 ans dans quelques mois et elle en est à sa 49e évolution. C'est très bien, c'est la preuve que tout évolue et qu'il faut se moderniser en fonction des situations. Il y a quelqu'un qui m'a proposé d'éditer, il m'a dit, mais il faut figer un truc. Je dis non, tu édites la version à jour, et puis c'est comme les éditions d'Allos qui publient la loi, l'année prochaine, il y aura d'autres lois, il y aura une nouvelle version des éditions d'Allos. Donc on ne va pas en imprimer 1 million maintenant, mais de quoi, ce qu'on peut accumuler, je ne sais pas. Peut-être que grâce à votre site, votre émission, il y a des gens qui doivent se manifester. Voilà, c'est ce que tu attends, en fait. Si c'est pas plus de 5 euros, pas plus de 10 euros, je sais pas, ou plus si je veux mettre un soutien, nous, ça peut nous donner une idée. Est-ce qu'il faut en éditer 100, 1000 ou 10 000 Qu'est-ce que tu attendrais, en fait, des auditeurs? Est-ce que tu as des attentes particulières? Parce que comme tu es venu ici, c'était pour le partager. Est-ce que tu as des attentes particulières? Moi, alors, bon, c'est pas moi qui vais promulguer un jour la CPT, c'est le peuple. Donc, il faut que ce projet soit connu, le faire connaître. Et pour le faire connaître, il faut que ceux qui ont envie de le faire connaître, peut-être arrivent à communiquer entre eux. Et là, il y a un point de rendez-vous qui, pour le moment, fonctionne pas bien parce que les gens sont, même les gens qui ont trouvé l'idée intéressante, ils n'ont pas forcément envie de s'y investir. Mais c'est quand même un endroit où on peut s'y investir. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Vive la CPT. Et c'est vivre ou vivre? Non, vive. Vive avec un la point CPT. d'exclamation. D'accord. Vive la CPT. Alors, il y en a qu'un qui s'appelle Vive la CPT, donc même si on met pas le point d'exclamation, on le trouvera. Et donc, même alors, c'est un site que je modère. Alors, je le modère pourquoi? Je suis pas gêné par les insultes pour le moment, je suis gêné par les hors-sujets. Oui, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont envahissants avec d'autres informations que les informations alors, qui sont. Il y a plein d'idées très intéressantes, d'informations intéressantes, des vidéos, etc. Mais qui ne correspondent pas au thème. Que je censure systématiquement, parce que l'espace de liberté d'expression, c'est Facebook. C'est pas mon groupe. Et mon groupe, il est spécialisé. Et donc, la liberté d'expression, ça obéit à des règles, tout comme même si on a le droit de dire tout ce qu'on veut, dans une salle de concert en musique classique, on ne parle pas à voix haute pendant le concert. On imagine bien. Donc, il y a des modalités. La modalité, c'est que sur ce site, on ne parle que de la CPT. Alors, soit pour la critiquer, ça peut être pour faire une proposition d'amélioration, soit pour chercher des gens qui veulent mener une action, un débat, voilà tout, mais sur la CPT. Écoute, tout grand merci, Emmanuel, pour ton partage et pour ton travail, parce que c'est nécessaire que tout le monde en fait s'engage à essayer de participer à la co-construction du monde qu'on a envie de voir arriver demain, évidemment, de responsabiliser chacun à être l'acteur de sa vie. Ouais. Merci beaucoup. Eh bien, merci de m'avoir donné la parole, et puis bonjour à tous, et puis j'espère que vous aurez tous envie de promouvoir la CPT, de la lire déjà. C'est la première chose avant de la promouvoir. Et puis, dans la dernière page de ce document de 45 pages, il y a plusieurs liens, dont un fichier FAQ, parce que toute la CPT ne peut pas être auto-explicative, donc il y a des questions, et c'est des questions qui peuvent être aussi enrichies. Oui. Il y a un cartouche dans la tête où il y a, à la fin, je sais plus, enfin, il y a possibilité
d'intervenir il y a un fichier Edit CPT où on peut où on peut faire des propositions. Voilà, c'est un travail communautaire finalement. Hein, c'est intéressant de pouvoir partager les idées. Qui vise à l'être de plus en plus, et beaucoup plus qu'à son origine, puisqu'à son origine, c'est moi qui suis à l'initiative. Oui, voilà. Mais toi, c'est ton objectif, c'est que ce soit valorisé et que ce soit amélioré. Et je ne me suis donné, je précise, je ne me suis donné aucun rôle de pouvoir. Je ne cherche pas du tout à être ministre ou président ou député. Non, tu inities une idée et puis tout le monde... Je n'ai qu'une seule aspiration, je dirais, qui n'est pas une question d'ego, qui est une question de fonctionnalité. C'est que le jour où il y aura des assemblées citoyennes qui voudront faire évoluer la CPT, on me demande mon avis parce que j'ai une certaine expertise. Ce qui est normal. Voilà. Un tout grand merci. Eh bien, merci. De rien, c'est moi.